J'ai de grands projets pour mon mariage. Je veux une clairière et un lac, bordant une forêt. Célébrer la nature. Je veux des invités superbes. Une robe d'un blanc parfait, comme on en faisait dans l'ancien temps. J'ai présenté tous mes souhaits à Alexandre, et il a dit oui à tout. Je ne pense plus qu'à l'annoncer à ma famille. Ce mariage, pour moi, c'est comme le bout du tunnel. Pendant des mois, j'ai été saisie d'angoisse. Je ne dormais plus. Je faisais toujours le même rêve. D'abord je flottais, immobile, sur l'eau, et mes yeux étaient blancs. Au-dessus de moi, les nuages renvoyaient toujours la même lumière uniforme, comme les néons d'un hôpital. Puis j'étais debout, avec dans la main un petit miroir mural ouvragé, comme ceux des films d'époque. Mais dès que je regardais mon reflet, je voyais derrière lui une autre femme, avec ses mêmes yeux blancs. Je criais, mon cœur déraillait, et je me réveillais, encore et encore. J'en ai parlé à Alexandre, bien sûr. Je lui dis tout. Il sait tout de moi. Lui pense que c'est à cause de mon ami qui s'est suicidé. Mais moi, je ne crois pas. Marie ne lui ressemble pas du tout. Dans mon rêve, la femme a les cheveux lisses et les yeux clairs. Marie, elle, c'est une petite brune bouclée avec les yeux marrons. Elle sortait avec des filles depuis qu'on s'est connus au lycée. J'étais dans ma période gothique. J'aimais bien traîner avec elle et sa copine. Je m'en foutais qu'on me traite de lesbienne, à vrai dire. Puis en terminale, ça m'a un peu plus dérangée, parce que j'étais très amoureuse d'un garçon qui ne s'intéressait pas à moi. Et pour cause, ma réputation n'aidait pas. J'ai commencé à les laisser toutes seules, en me disant que cela ne ferait que renforcer leur couple de toute façon. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Suite à de violentes disputes, elles se sont séparées, et Marie est revenue vers moi pour se plaindre. Quand j'ai été à la fac, on se voyait tout le temps. Elle avait déménagé dans ma ville. Je l'aidais à faire ses profils sur les sites de rencontres. Je lui racontais les histoires de mon copain de l'époque. Et tandis qu'elle enchaînait les relations, sans comprendre pourquoi cela ne marchait pas, je tentais de l'aider, sans succès. J'étais là, à lui faire la morale sur les relations de couple. Enfin, jusqu'à ce que mon copain me trompe. J'aurais compris qu'elle se réjouisse de ma douleur. Bien souvent, j'avais soupiré quand elle racontait son nouvel échec. J'avais même fini par penser que cela était de sa faute. Mais elle n'a pas réagi comme je m'y attendais, au contraire. Elle m'a accompagnée, soutenue. Elle m'a redonné confiance. Puis, j'ai rencontré Alexandre. Je lui étais si reconnaissante que j'ai continué d'écouter, inlassablement, le récit de ses échecs accumulés, de l'excuser, de lui trouver une raison. J'ai couvert la moitié des lesbiennes de la ville de noms d'oiseaux pour les faire plaisir, dit à maintes reprises qu'elles ne la méritaient pas. Puis, il y a un an, ou un an et demi, je ne sais plus, elle a tout d'un coup cessé de me donner des nouvelles. Je pensais qu'elle avait enfin trouvé la perle rare et qu'elle ne voulait plus parler pour tout donner dans cette relation. Elle avait toujours été un peu extrême. Je ne me suis pas inquiétée. Et puis mon travail me laissait peu de temps. Cela m'arrangeait bien. Quand elle téléphonait, ça pouvait durer 2 heures. Le choc est arrivé il y a 6 mois. J'étais à une soirée qu'un ancien ami du lycée avait organisée par nostalgie chez lui. Je suis venue avec Alexandre. J'ai revu tout le monde. Chacun était avec sa chacune. C'était beau, harmonieux. On a parlé des profs, de la vie du lycée, et puis de nos histoires d'appartements, de boulot. Et puis, pour je ne sais plus quelle raison, j'ai lancé: Ah, si Marie avait été là, elle nous aurait bien chambré avec nos couples parfaits à tous. Tout le monde s'est tu, à l'exception d'Alexandre qui souriait. Ne comprenant pas pourquoi j'avais jeté un froid, j'ai réagi. J'ai demandé ce qu'ils avaient tous. Et puis, l'organisateur de la soirée a seulement dit: Oh, c'est rien, c'est juste qu'avec ce qui est arrivé, tu comprends. Je crois qu'on est encore un peu sous le choc. Mon cœur s'est emballé. J'ai demandé ce qui était arrivé, alors tout le monde a ouvert de grands yeux. L'organisateur, croyant à une mauvaise blague, a cherché à désamorcer. Mais tu sais bien, Elisa, quand elle a mis fin à ses jours. En voyant mon air perdu, incrédule, effondré, tout le monde a compris. Je ne savais rien. Rien. Plus tard, j'ai su qu'elle avait explicitement demandé à ce qu'on ne me dise rien. Et personne ne m'a contacté. La famille l'a enterrée sans même que je l'ai su. Ils ont fermé son compte sur les réseaux sociaux et tout le monde a été averti par message.
tout le monde, sauf moi. Je lui en veux toujours. Je crois que je lui en voudrai jusqu'à la fin. Que ce soit par jalousie ou par délicatesse, c'est pareil. Tout ce que j'ai compris, c'est que je n'étais rien pour elle. Au fond, je pense que je représentais tout ce qu'elle n'aimait pas. Le couple ordinaire et heureux. Pour elle, tout était difficile. La nouvelle copine avec des problèmes d'argent, puis celle avec des problèmes de drogue, d'alcool, celle toujours collée à son ex. Il y avait toujours quelque chose. Et puis sinon, c'était elle. Pas prête, pas habituée, sa famille qui n'aimait pas son orientation. Le problème, c'est qu'elle n'aimait pas le sexe pour le sexe. Alors forcément, même cela ne pouvait pas servir de ciment. Je suis persuadée qu'elle m'en voulait de pouvoir être si facilement heureuse. Il faut savoir que je ne suis pas heureuse pour correspondre à un schéma. J'ai ma propre idée de l'amour. Mon mari et mes futurs enfants sont mon temple sacré. Et je crois dans leur pérennité, dans le lien qui nous unit jusqu'à la mort. Qu'on vienne me dire que c'est l'opinion commune. Ce n'est pas l'action commune. Qui de nos jours parvient à réaliser ce rêve? Bien peu de monde. Alors oui, pour moi, l'amour est le plus fort, n'en déplaise à certains. Mais cette fois-ci, je n'étais pas d'accord avec Alexandre. Marie n'avait rien à voir avec mon rêve. Je pense plutôt que c'est une autre moi-même. C'est celle que j'ai peur de devenir. Une personne qui renonce à ses idéaux, qui ne va pas jusqu'au bout, dont les yeux sont vides. Elle me surveille parce qu'elle sait que j'ai déjà été trompée une fois, et elle attend, pour me piéger, que cela se reproduise. Pour ne pas être trompée, il faut déjà ne pas y penser sans cesse. C'est contre-intuitif, mais prenez la peine de m'entendre jusqu'au bout. Bien sûr, les personnes trompées généralement sont des dupes. Je veux dire qu'elles font confiance à tort. Et quand on vit avec quelqu'un, qu'on peut l'observer, que les habitudes, les horaires sont toujours peu ou prou les mêmes, on repère vite une anomalie. On a le temps de réagir avant qu'il soit trop tard. Mais si on est soupçonneuse, qu'on lit tout, qu'on pose sans cesse des questions inquiètes, on met dans l'esprit de son compagnon cette sombre pensée, on l'entretient, on arrose les orties qui vont envahir notre jardin. On provoque notre perte. Chacun a envie d'aller au bout de son histoire. Si l'histoire de mon compagnon devient de me tromper, je le mène à ce terme, irrémédiablement. Ce dont on ne parle pas n'existe pas. Alors maintenant, je parle à Alexandre de notre amour, sans cesse. Je le couvre d'attention et prends bien soin de réagir à toutes celles que je reçois de sa part. Je me moque des autres hommes aussi. Je ris d'eux. De toute façon, je m'entends bien avec les filles. On parle plus facilement. Hier soir encore, il y avait une amie d'Alexandre à la maison. Je m'entends avec elle à merveille. Elle est gentille, belle, plein d'humour. Elle travaille dans l'entretien du patrimoine. Vous imaginez donc qu'elle est cultivée, et vous avez raison. Vraiment, on parle très bien toutes les deux. Tout de même, j'ai eu une petite frayeur ce matin. J'étais dans la salle de bain, et elle était passée avant moi. Elle avait laissé sa brosse à cheveux. C'est un détail, mais il y avait de longues mèches de cheveux clairs dessus. Mes cheveux sont bruns. Récemment, j'ai fait des pointes rouges. Sur le coup, j'ai cru que c'était ma brosse, car elle était exactement identique. J'ai eu un sursaut, et lorsque j'ai relevé la tête devant le miroir, elle était derrière moi, exactement comme la fille de mon rêve. Et j'ai crié. Elle m'a tout de suite demandé ce que j'avais. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis mise à pleurer. Alors elle m'a prise dans ses bras. Comme je ne voulais pas dire pourquoi j'avais sursauté, parce que cela ne la concernait pas, et aussi parce que je ne voulais pas l'inquiéter, je lui ai dit que j'étais chargée en ce moment. Et elle est ressortie, en emportant sa brosse. J'ai vu ensuite la mienne derrière. J'ai été bien soulagée. Elle part à l'instant. Je crois qu'Alexandre a vu que quelque chose n'allait pas. Il me demande si c'est Alice. Je lui dis que non, que c'est juste mon rêve qui m'est revenu. On se parle 1 heure. J'oublie. Je m'occupe du mariage. Il y a du monde. Beaucoup de monde. Comme je l'avais rêvé.
Ma robe est d'un blanc immaculé, les épaules nues, un joli bustier, des manchettes en dentelle. La nuit commence à tomber déjà. Nous sommes face au lac pour le vin d'honneur qui s'éternise. C'est alors que je vois quelqu'un debout dans l'eau. Une femme. Ses yeux cernés de noir. Le même noir qu'avait mis Alice quelques mois plus tôt. Elle se tient dans l'eau, les bras écartés. Je lui fais signe. Elle ne bouge pas. J'étouffe un cri. Elle porte la même robe que moi. Exactement la même. Même coupe. Même couleur. Je suis outrée, furieuse. Je cours chercher Alexandre. Sans rien lui expliquer, je le mène au bord du lac. Et avec un grand geste théâtral, je lui désigne le sieur Patrice. Il n'y a personne, ma chérie, Me murmure-t-il. Les invités ont commencé à se retourner vers nous. En effet, il n'y a personne. Il est impossible de sortir d'eau à cette vitesse, j'en suis certaine. Totalement impossible. La seule explication est que je rêve. Tout éveillé. Là, ça me pose un problème. Je me retourne et je vois Alice. Nouveau sursaut. Elle me demande si je vais bien. Je lui réponds que oui, trop rudement sans doute, car elle s'éloigne aussitôt. Alexandre aussitôt décide de me changer les idées en allant me verser un peu de champagne. Tout en buvant, je jette de temps en temps des petits coups d'œil discrets au lac, mais toujours personne. Sans m'en rendre compte, je commence à gratter mon avant-bras gauche, là où se trouve l'un de mes tatouages. Ça me pique, j'ai l'impression. Le dîner se passe à l'intérieur. Il fait nuit. En allant aux toilettes, je remarque un miroir d'époque de petite taille accroché au mur. Il est presque pareil que dans mon rêve. Aussitôt, mes mauvaises pensées reviennent, et je demande à Alexandre d'aller le décrocher discrètement et d'aller le mettre dehors. Je sens que cela l'ennuie, mais il s'exécute. Je divertis tout le monde pendant ce temps avec mes histoires d'adolescente gothique. Alice rit à toutes mes blagues, comme si elle m'avait connue à l'époque. Alexandre revient. Au bout de 10 minutes, comme j'ai toujours envie d'aller aux toilettes, je repars. Le miroir est bien absent. Je m'enferme. Alors que je me rhabille, je remarque du rouge à lèvres sur le haut de la cuvette. C'est surtout la couleur qui m'interpelle. Il est mauve foncé, presque noir, exactement comme celui d'Alice. On ne met pas de rouge à lèvres sur une cuvette comme ça, à moins de s'être touché la bouche peu de temps avant, ce qu'on ne fait généralement pas à cet endroit. Sauf si... Non, ce n'était pas possible. Ils n'étaient pas sortis en même temps. Je voyais toujours ou l'un ou l'autre. La pensée était absurde. Je me rassois. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi aujourd'hui? Cela fait 5 ans. Et j'en suis encore là? Je me rends compte que je pleure. Je ne peux pas revenir avec cette tête-là. Mais je n'ai pas de quoi me remaquiller. Tant pis, j'y suis. Il y a encore du rouge à lèvres sur le papier. Je le déroule, j'essuie, je jette. Je vais prendre un peu l'air. Je sors. J'essaie de me calmer, de respirer plus doucement. Il ne faut pas que je pleure encore. Sinon, je ne pourrai vraiment plus le cacher. Je crois qu'Alexandre me cherche. Je le vois se lever à travers la grande porte vitrée. À quoi est-ce que je ressemble? Je vois le miroir baroque par terre. Il fera l'affaire. Je le lève vers moi. Je pousse un cri. C'est la fille de mon rêve. Cheveux clairs, lisses, avec ses yeux translucides et son noir tout autour des yeux. Je lâche le miroir qui se brise. Je me retourne brusquement. Elle est toujours là, devant moi. Je reconnais la fille du lac. La même robe. Exactement la même robe. Elle m'attrape, je hurle. C'est Alice. Je vois Alexandre et d'autres invités à côté de moi. Tout le monde est inquiet. Alice se fâche et part.
Je n'ose rien dire. Tout le monde me rassure, me demande ce que je fais là dehors alors qu'il fait froid. On me fait rentrer. Alice continue de me faire la tête. Il faut dire que je ne vais pas m'excuser. Maintenant, je ne pense plus qu'à elle. Mes invités ressemblent à des fantômes. Je souris. Je sais. Je comprends progressivement que je me force. Alexandre décide d'aller s'excuser pour moi. Je ne le retiens pas. Je l'observe. La touchera-t-il? Je les regarde. Alice s'en rend compte et ne m'en méprise que davantage. Je ne sais pas ce qu'Alexandre lui dit, mais à la fin, il la prend dans ses bras. Mon sang ne fait qu'un tour, et je quitte la pièce. Cette fois pour ne plus revenir. Il l'a enlacée devant moi. Tout fait sens. Mon rêve, le miroir, la fille dans le lac. Tout. L'autre moi. Celle qui n'a pas réussi son mariage. La jalouse, la cocu. C'est moi. Rien que moi. La fille derrière n'est pas celle qui a échoué. C'est celle qui a réussi. Réussi à me piquer mon mec. Je marche dans les bois alentours. Je la cherche. Je regarde entre les branches près des souches. Et je la trouve. Il n'y a plus que la lumière de la lune. Sa robe blanche est là, devant moi, s'accrochant aux branchages qui jonchent le sol. Mais ce n'est ni Marie, ni Alice. Non. C'est elle. La vraie. Elle m'offre sa main. Elle me semble à présent la seule personne qui compte, la seule qui me comprend. Celle qui sait ce qui se passe en moi. Je lui prends la main. Je veux la ramener auprès des autres pour que tout le monde la voie. Mais elle, au contraire, veut me tirer dans l'autre sens. Où m'emmène-t-elle? Je me laisse finalement faire. Nous marchons dans la forêt. Nous faisons le tour du lac. Le chemin est un peu en pente. Mes pieds se griffent dans mes chaussures à demi ouvertes. Elle m'emmène sous un rocher. Je vois tout de suite une lampe à huile. L'objet a l'air ancien. Sur la terre, elle a tracé une croix avec un bâton. Je le vois juste à côté. Arrivée près de la grande croix, elle me lâche la main et déplace sa lampe à huile. Maintenant, je vois distinctement gravé au silex sur le rocher ces mots. Élise et Coraline. Ma compagne lève ses deux bras et commence un chant en latin. Je la regarde, fascinée. Puis, elle tourne ses magnifiques yeux tout cerclés de noir vers moi et m'offre sa main. Je la prends. Elle m'emmène sur la croix tracée dans la terre. Pour la première fois, elle parle. Élise. Elisa, rectifie-je aussitôt. Élise. Reprend-elle sans sourciller. Veux-tu prendre pour légitime épouse Coraline, ici présente? Je reste pétrifiée. Je ne réponds rien. Ma compagne attend, immobile. Je lâche sa main. La main ne bouge pas. Ses yeux sont toujours fixés sur moi. Je recule. Va-t-elle me poursuivre? Non, elle me regarde toujours. Elle me suit des yeux. Excusez-moi, je ne suis pas celle que vous croyez, dis-je d'une toute petite voix. Alors pourquoi m'as-tu suivi? Elle avait répondu. Non, non, ce n'est pas possible. Pourtant, plus un bruit. Personne ne me cherche. Je regarde autour. Pas de sirène de police. Pas de lampe torche. Pas de téléphone. Rien. Le noir de la forêt. Le blanc de la lune. Alice avait pris ma place. Elle devait se préparer à se coucher avec Alexandre. Si cela se trouve, personne ne s'était aperçu de l'échange. Ou plutôt, tout le monde s'en fichait. Qui se soucie d'une folle qui voit des gens que d'autres ne peuvent voir? Ce qui existe, c'est dont on parle. Personne ne parle de moi. Tout le monde m'a oublié. J'avance. Je répète les mêmes gestes et les mêmes paroles que le matin.
Quand mon épouse me tend l'anneau, je m'empresse d'ôter de mon doigt celui du matin. Mais je ne l'y trouve pas. Je mets le nouveau. Je la regarde et je murmure. Coraline. Élise, tu peux embrasser la mariée. Et je le fais. J'ai embrassé Coraline. Quelle sera ma vie maintenant? Que diront les autres? On ne me laissera pas partir. On m'enfermera, c'est sûr. Il faut accepter. Tout cela pour se baiser. Toute la vie d'amour est passée. Nous sommes des mortes. Elle ne m'a pas trompée. C'était simple finalement. Pourquoi vouloir traîner pendant des années? Pourquoi prendre des risques à chaque instant? Le vrai amour, l'éternel, s'achève sitôt qu'il est commencé. Et dans les esprits, il ne s'achève jamais. Coraline me prend la main. Nous descendons la pente. Nous revenons près du lac. Dizaines de personnes sont massées sur l'autre rive. On nous voit. J'entends crier. Ils veulent nous tuer. Me dit Coraline. Ils veulent nous noyer, comme l'autre fois. L'autre fois, réponds-je. Regarde. J'observe le lac. Je nous vois, toutes les deux, dans cette même robe, flotter à la surface, corps sans conscience, sans vie. Nous regardons vers le ciel uniforme. Au loin, tout le monde s'agite. Certains commencent à faire le tour du lac. Coraline m'entraîne vers l'eau. Je marche avec elle, nous nous tenons. Son regard semble fixe, droit vers les gens de l'autre côté. Mes sourcils sont froncés, je suis transie par le froid. Je ne me sens pas à l'aise. Où allons-nous? L'eau semble toujours à la même profondeur. Nous marchons, les pieds engourdis dans cette eau froide. J'aperçois Alexandre et Alice. Ils sont rouges, ils crient dans ma direction. Ils m'en veulent de les avoir découverts, c'est sûr. Ils veulent faire un esclandre, me faire enfermer pour vivre leur passion. Je recule. Coraline fait de même. Elle serre fort ma main. Je ferme un instant les yeux. Quand je les ouvre de nouveau, tout a changé. Je vois des hommes avec des hautes formes, au loin des calèches. On crie « À mort la sorcière !» Alexandre n'est plus là. C'est un autre homme, rouge lui aussi, mais de colère. Il hurle des insultes vers moi. Certains commencent à avancer dans l'eau. Coraline me tire vers elle. Ses yeux sont brillants. Je sens qu'elle veut m'embrasser. Je la laisse faire. Puis, elle se jette vers la gauche. M'entraînant avec elle, et nous plongeons au fond de l'eau, qui a retrouvé toute sa profondeur. Je veux bouger mes pieds pour nager, mais Coraline me serre fort. Je ne nage plus. Je laisse la robe m'entraîner. Je la serre fort contre moi. Il nous aurait séparés de toute façon.